Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous de l'actualité sur Vox Africa. Je suis Fanny Weckscheider. À la une de l'actualité de ce lundi 22 août 2016. Au Gabon, la deuxième semaine de campagne avant la présidentielle du 27 août bat toujours son plein. Retour sur les meetings des différents candidats avec nos envoyés spéciaux. La destruction des mausolées maliens de Tombouctou jugée à la Cour pénale internationale. Fait notable ce lundi, un prévenu a plaidé coupable devant le tribunal. Et enfin, le vice-président du Soudan du Sud est en visite au Soudan voisin. Taban Dengai refuse la résolution de l'ONU sur l'envoi de nouveaux casques bleus dans son pays. Et ouvrons ce journal au Gabon avec notre page spécialement consacrée à l'élection présidentielle. Tout de suite, les derniers faits marquants de la campagne électorale. Et comme vous le savez, au Gabon, la campagne présidentielle se poursuit. Dimanche, c'est du côté du 4e arrondissement de Libreville, que les partisans du candidat Jean Ping se sont rassemblés. Les temps forts de ce meeting avec Violeta Massoussi et nos confrères du BizNews. Ils sont des centaines à être rassemblés au quartier Awidi, dans le 4e arrondissement de Libreville, en l'honneur de la coalition. Désormais, nous allons assumer notre existence avec les nôtres. Et Ping, c'est un digne fils du pays. À partir de cet instant, nous allons tous ensemble lui donner les moyens nécessaires pour pouvoir construire un Gabon nouveau. Et c'est de l'expérience que nous avons. Cette espérance que Feu André Ombobam nous a laissée et que nous saluons la mémoire naturellement. Je suis là pour assister à un meeting. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'en fait, nous sommes à une élection présidentielle. On essaie un peu de faire des tours, voir un peu ce qui se passe. Et c'est par rapport à ce qui se passe dans ce pays depuis un certain temps. Vous voyez, nous sortons d'un septennat présidentiel et il faut quand même reconnaître que la situation est alarmante. Et c'est la raison qui me pousse à venir ici ce soir, voir un peu ce qui se passe, l'élection présidentielle. Et je pense qu'en fait, le dernier mot revient bien éventuellement au peuple. Et ce dernier mot sera donné le 27 août. Avec un chiffre atteignant 65%, la jeunesse gabonaise, en l'occurrence celle du Parti gabonais pour le progrès, pense qu'elle a une lourde tâche. Le Gabon d'abord, c'est nous. Et face à cela, tenant compte de cela, nous avons, nous la jeunesse, une responsabilité ultime face à l'histoire. En Égypte, en Tunisie, au Burkina Faso, ce sont les jeunes qui ont libéré ces différents pays face aux tyrans. En l'absence de leur grand chef, Jean Ping, quelques ténors de la nouvelle coalition ont tenu des propos optimistes quant au prochain scrutin. Nous pouvons gagner, nous devons gagner, nous allons gagner. Et nous allons accompagner Jean Ping à la présidence de la République. Plus que 5 jours et le verdict des urnes sera dévoilé. Et nous restons dans la capitale gabonaise à la rencontre de quelques femmes qui émettent des avis sur ce prochain scrutin. Des détails dans ce reportage de Violeta Massoussi et de nos confrères du BizNews. Elles sont nombreuses, ces femmes qui ont leur mot à dire concernant l'élection présidentielle gabonaise. Et c'est dans les rues de la capitale que nous avons pu accoster quelques-unes. Bon, le candidat qui serait élu, vous voyez comment le pays est vraiment, il faut un changement au moins. Il peut faire le contraire de ce que l'autre a fait. Il n'y a plus de société, les enfants sont au chômage, il n'y a plus rien ici. Bon, si le nouveau arrive, s'il peut donner au moins un changement par rapport au président partant et faire un peu de mieux. Parce que nous, la population, nous ne voulons pas beaucoup de choses. Nous voulons l'hôpital, nous voulons l'école, nous voulons les routes. Mais comment comprendre que ces dernières qui souhaitent un changement dans un pays dont le chef de l'État aurait décrété cette décennie comme celle dédiée à la femme aient des propos si acerbes? Je voudrais que le nouveau candidat prenne aussi la place. Parce que notre pays n'est pas une royauté. Ils ont commandé pendant 50 ans. Ils ont commandé pendant 50 ans.
Et maintenant, il faut donner à l'autre. On ne peut pas manger le riz du 1er janvier au 31 décembre. Je veux le changement. Je ne suis pas contre le président de la République, mais c'est un père de tout le monde. Nous, les mamans, là, on ne veut plus. Quand tu pars à l'hôpital, tu n'as pas l'argent, on ne peut pas te soigner. Hein? Quand tu es retraité, tu pars là-bas, on te paye 55 000, on t'enlève encore 20 000. Tu gagnes quoi? Et pour avoir cet argent-là, c'est comme ça, là. L'égalité des chances. L'égalité des chances, là, vient aujourd'hui. Que ça change un peu. Et l'autre passe, on va voir ce qu'il va faire. Si on ne va pas aller, il faut le camp. De l'autre côté, il y en a qui remettent tout entre les mains de Dieu. Nous aimerions que ces élections se passent dans la transparence, dans la paix, dans l'amour et la fraternité. Que le Seigneur vraiment étende sa main sur notre pays, sur chacun de nous, afin que chacun puisse vraiment, en toute âme et conscience, sans aucune inquiétude, voter la personne de son choix. Et si ces femmes sont plus virulentes dans leurs propos, les hommes, quant à eux, émettent des idées dans le calme. En fait, par rapport aux élections présidentielles, par rapport à nos envies, selon la population gabonaise, nous croyons que ça va bien se passer. Parce que, en fait, la plupart des gens connaissent déjà que c'est Ali Bongo qui sera élu. C'est vraiment connu par rapport aux élections, par rapport aux campagnes. Donc ça se passe bien avec Ali Bongo. 2016, élection présidentielle, à mon entendement, je souhaitais qu'il y ait de la transparence. Qu'il y ait sur l'opposition, sur la majorité, c'est la transparence. L'essentiel, qu'il n'y ait pas la mascarade. Raymond Dong-Simma a été face à la presse cet après-midi à Libreville. Le candidat indépendant a dénoncé les attaques et les calomnies dont il dit faire l'objet depuis le début de la campagne électorale. Il a également précisé qu'il n'a rallié aucun camp, contrairement à certaines rumeurs. Je crois qu'une victoire qui se construit sur du mensonge ne présage rien de bon. Il me semble que certains qui sont à tout prix décidés à chasser M. Ali Bongo du pouvoir ont décidé d'user de toutes les armes pour se débarrasser de ceux qui ont l'imprudence de se mettre au travers de leur route. Depuis quelques jours, je fais l'objet d'insultes d'une rare intensité. On a d'abord lancé la rumeur que j'avais appelé à voter M. Ali Bongo Ndimba. Puis, cette rumeur ne produisant pas assez d'effet, on a fait dire que j'avais rallié M. Jean Ping. Et donc, je tenais à vous dire que je suis candidat indépendant et à ce stade, je reste candidat indépendant. Je ne soutiens ni M. Ali Bongo, dont je conteste la gouvernance, ni la coalition, dont les méthodes ne garantissent pas que demain sera meilleur. Oui, il y a des discussions avec les autres candidats indépendants. Et chacun des candidats est en train de se demander s'il va rester dans sa course tout seul, s'il va rejoindre un des blocs qui est déjà constitué, ou bien s'il va se constituer un troisième bloc. Un mot de justice à présent. Aux Pays-Bas, la Cour pénale internationale entame depuis ce lundi un procès sur la destruction des mausolées maliens à Tombouctou. Le saccage de ces édifices classés au patrimoine mondial de l'humanité pourrait avoir été ordonné et réalisé par Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. Les faits concernent l'attaque de 9 mausolées de la cité séculaire de Tombouctou ainsi que de la porte de la mosquée Sidi Yahya, des destructions perpétrées entre le 30 juin et le 11 juillet 2012. D'abord grande ville commerçante après sa création au 5e siècle, Tombouctou a surtout connu son apogée au 15e siècle en tant que centre intellectuel de l'islam. Et ce procès symbolique devrait durer environ une semaine. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi a comparu ce lundi et contre toute attente et après la lecture des charges par le tribunal international, le Touareg et djihadiste supposé a tout simplement plaidé coupable. Votre honneur, j'ai le regret de dire que tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent est véridique et reflète les événements. Je plaide coupable.
Je suis fort contrit de mes actes et de tous ces préjudices que cela a causés. J'en appelle à eux, ainsi qu'aux habitants de Tombouctou, et je leur fais une promesse, que la faute que j'ai commise envers eux sera la première et la dernière. Et pour la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda, la destruction de ces légendaires mausolées de Tombouctou est tout simplement un crime contre les valeurs universelles, un avis partagé par plusieurs représentants du Mali. Il s'agit d'un crime contre ce qui fait la richesse même de collectivité complète. Et par là même, il s'agit d'un crime qui nous appauvrit tout et qui porte atteinte à des valeurs universelles qu'il nous incombe de protéger. They were the embodiment of Malian... Il représentait un exemple concret de l'histoire malienne, d'une époque lointaine, mais pourtant toujours aussi présente dans la mémoire et dans la fierté du peuple qui les porte dans son cœur. Ces mausolées représentent une valeur historique inestimable pour nous, Maliens. C'est notre identité culturelle. C'est notre âme, je le dirais. Donc c'est une atteinte grave pour nous. C'est une blessure profonde et que même ce procès ne pourra enlever. Il n'est jamais trop tard de dire pardon. Mais nous trouvons que ce n'est qu'une partie des crimes qui viennent d'être reconnus, mais nous voudrions, comme je viens de le dire, que Madame la procureure générale continue ses investigations sur d'autres crimes qui ont été commis à Tombouctou, et surtout sur les femmes. Parmi ces crimes, nous avons des crimes relatifs à la violence sexuelle, au viol, au mariage forcé, et des crimes perpétrés contre des crimes faits aux femmes à Tombouctou. Ce procès nous apporte un fort soulagement en tant que peuple affecté et nous encourage dans nos efforts de renforcement de l'état de droit et de lutte contre l'impunité dans notre pays. Et autre procès, celui en République démocratique du Congo, des auteurs présumés de massacres commis à Béni. La première audience du procès a démarré samedi dans cette région de l'Est du pays. 6 membres présumés des forces démocratiques alliées ont déjà comparu devant la Cour opérationnelle du Nord Kivu. Il s'agit de 2 Ougandais, d'un Tanzanien et de 3 Congolais. Au total, ce sont environ 200 rebelles de cette milice originaire d'Ouganda qui seront jugés par ce tribunal militaire d'exception. La justice les poursuit pour leur participation à un mouvement insurrectionnel ainsi que pour crimes contre l'humanité par meurtre et terrorisme. Depuis octobre 2014, la ville de Béni et sa région sont frappées par une série de massacres. Plus de 700 civils seraient morts selon les Nations Unies. Et le déploiement de plusieurs nouveaux militaires des Nations Unies dans la capitale sud-soudanaise Djouba se heurte toujours au rejet du président Salva Kiir ainsi que de son nouveau vice-président. Ce lundi, Tabang Dengai s'est exprimé à ce sujet depuis le Soudan voisin. Dans la capitale Khartoum, où il s'est entretenu avec le président Omar el-Béchir, le vice-président sud-soudanais a donné son point de vue sur la résolution 2304 de l'ONU, une résolution censée aider à rétablir la situation à Djouba, frappée, on vous le rappelle, en juillet dernier par une recrudescence des violences meurtrières. Et ce lundi, le vice-président du Soudan du Sud a expliqué en conférence de presse pourquoi il s'oppose à la présence de nouveaux casques bleus dans son pays. Écoutez. Nous contestons la résolution 2304 de l'ONU. Le gouvernement du Soudan du Sud et son peuple l'ont rejetée parce qu'elle sape la souveraineté du Soudan du Sud. La résolution 2304 propose de prendre en charge la gestion de l'aéroport de Djouba, mais aucun gouvernement ne serait prêt à céder la gestion de ces aéroports à des étrangers.
Le secrétaire d'État américain John Kerry était au Kenya ce lundi, à Nairobi, notamment pour parler sécurité régionale et justement au Soudan du Sud. Monsieur Kerry s'est entretenu avec le président Uhuru Kenyatta, puis avec 5 ministres des Affaires étrangères d'Afrique de l'Est. Il a insisté sur la nécessité de déployer à Djouba une force de protection onusienne, une force composée de troupes africaines et chargée de protéger la population décimée par une guerre civile, on vous le rappelle, depuis décembre 2013. John Kerry entame ce lundi une tournée sur les problématiques de sécurité en Afrique et au Moyen-Orient. Et la création de cette force de protection au Soudan du Sud a été votée le 12 août dernier par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces 4000 hommes seront déployés progressivement. Écoutez John Kerry qui précise le mandat de cette force. Il ne s'agit pas d'une force d'intervention, mais d'une force de protection avec un mandat très clair pour lui permettre de protéger la population, protéger leur liberté de mouvement et leur garantir zéro attaque ou embuscade. Cela vient en complément de la souveraineté et les efforts du Soudan du Sud lui-même. Je pense que nos discussions aujourd'hui avec tous les participants ont bien mis les choses au clair sur ce sujet. Aujourd'hui, j'annonce également près de 138 millions de dollars d'aide supplémentaire de la part des États-Unis au peuple du Soudan du Sud. Et avec 1,6 milliard de dollars, nous sommes déjà le plus généreux donateur au monde en termes d'efforts humanitaires pour venir en aide au peuple du Soudan du Sud. Et après le Kenya, le secrétaire d'État américain se rendra mardi et mercredi au Nigeria pour parler de la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram. Mercredi et jeudi en Arabie Saoudite, il sera ensuite question des conflits au Yémen et en Syrie ainsi que de la lutte contre l'État islamique. Direction la région pétrolifère du sud du Nigeria à présent. Depuis ce week-end, les vengeurs du delta du Niger ont annoncé accepter de négocier. Le groupe rebelle qui sabote les oléoducs et gazoducs de la région depuis maintenant 8 mois a également déclaré un cessez-le-feu. Dans un message posté samedi, les vengeurs du delta du Niger ont annoncé vouloir discuter avec le gouvernement du Nigeria, des représentants des pays d'où sont issues les multinationales pétrolières, ainsi que des membres de la communauté internationale neutre. Au nord du continent, le roi du Maroc a appelé samedi à la mise en place d'un front commun contre le fanatisme. Mohamed VI a demandé aux Marocains, aussi bien dans son royaume qu'à l'extérieur, de se faire les défenseurs d'un islam tolérant. Objectif, vaincre le djihadisme. Pour le souverain qui s'est exprimé dans un discours à la nation, l'extrémisme religieux est étranger aux valeurs et aux traditions des quelques 5 millions de Marocains présents dans le monde. Mohamed VI entend ainsi préserver la bonne réputation de son peuple. Et le roi du Maroc appelle régulièrement ses concitoyens à pratiquer un islam de paix. Mais c'est la première fois qu'il s'adresse ainsi directement aux Marocains de la diaspora. Écoutez-le. Nous sommes tous visés. Quiconque pense ou croit en ce que je dis est une cible potentielle pour le terrorisme qui a déjà frappé le Maroc, puis l'Europe et de nombreuses régions du monde. Face à la prolifération des obscurantismes répandus au nom de la religion, tous les musulmans, chrétiens et juifs doivent dresser un front commun pour contrecarrer le fanatisme, la haine et le repli sur soi sous toutes ses formes. À l'ouest du continent, près de 300 policiers ont été accusés de corruption et ont été punis au Togo entre 2014 et 2015. Selon un responsable de la police togolaise, 230 personnes ont été détenues entre 30 et 60 jours, la plupart pour des faits de corruption. Autre chiffre, 25 exclusions temporaires de 6 mois, 15 de 3 mois et 17 fonctionnaires de police togolais ont été réformés, dont 8 pour corruption entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2016. La corruption au sein de la police togolaise, on en parle dans ce reportage de notre correspondant sur place, Noël Tadénion. Des usagers de la route se plaignent des faits de corruption commis par certains agents de la police. Même si vous êtes en voiture, vous avez toutes les pièces de la voiture, vous avez votre carte, vous avez la carte grise, vous avez tout. Le policier va chercher toujours un argument pour vous soutirer quelque chose. C'est pas sérieux. Et peut-être que leur rémunération, en fait, de moi, n'est pas bonne. C'est ce qui fait que ces gens d'actes, on les observe souvent. Donc je peux dire qu'ils sont un peu corrompus. Et les responsables de la police reconnaissent la situation. Blaise Bamazi, le commissaire central de la ville de Lomé, évoque ici les conséquences de la corruption.
pour la police, c'est que ça ternit l'image de l'institution, ça ternit l'image. Et il y a une perte considérable de la confiance que les populations ont en nous. Le fonctionnaire de police a son salaire, comme tous les autres agents publics. Mais l'un des facteurs qui favorise la corruption à la police, c'est la cupidité. Et pourtant, des structures ont été créées pour lutter contre la corruption au sein de la police. Grâce aux actions de ces structures, l'une rattachée au ministère de la Sécurité et l'autre à la direction de la police, des agents de police ont été sanctionnés pour des faits de corruption entre 2014 et 2015. Les gens pensent que peut-être à la police, il y a des cas de corruption qu'on ne sanctionne pas. C'est vrai, on ne rend pas public les sanctions que nous prenons contre nos agents. Cette démarche n'est pas appréciée par la société civile. Elle se réjouit tout de même que des responsables de la police reconnaissent et dénoncent la corruption au sein des forces de sécurité. Dans un passé récent, les autorités n'étaient pas toujours promptes à reconnaître effectivement que des fléaux comme ceux-là existent. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de débat. La corruption existe au sein de la police. Alors au nom de quoi, au sein de la police, par exemple, il y aurait un privilège pour ne pas avoir les noms? C'est une question que je me pose. De toute façon, si la question leur est posée, ils vont donner des explications. Mais sur le principe, moi je serais pour que, tant que quelqu'un se met en marge des principes qui régissent la gouvernance de façon générale et que quelqu'un se rend coupable d'un acte de corruption, que le nom soit donné. Le CADERT, le Centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement au Togo, a dans un récent rapport reconnu que le manque de sanctions à l'égard des agents publics responsables d'actes répréhensibles rend impuissants les dispositions et mécanismes de lutte mis en place dans le pays. Des efforts ont été réalisés, mais les défis restent à relever. Et les principaux défis, c'est notamment en matière de lutte contre l'impunité, en matière d'exemplarité, mais et surtout en matière d'éducation. Le Togo dispose de plusieurs mécanismes de lutte contre la corruption. La corruption punie par le code pénal par des peines d'emprisonnement. Et terminons ce journal avec du sport. Les Jeux Olympiques de Rio, vous le savez, se sont clôturés dimanche avec de beaux résultats finaux pour l'Afrique et notamment un premier titre olympique pour le marathonien kényan Eliud Kipchoge. Autre grand moment de ce dernier jour de dimanche, avant les épreuves paralympiques de début septembre, bien une cérémonie de clôture flamboyante et surtout un relais au Japon qui sera le pays hôte des JO de 2020. Retour sur ces Olympiades brésiliennes entre records et surtout scandales. Rio a marqué son empreinte dans l'histoire des JO avec ses records et ses performances sans précédent. 9 pays ont obtenu leur toute première médaille d'or. Les États-Unis sont devenus les premiers de l'histoire à atteindre 1000 médailles d'or, entre autres grâce aux performances du nageur Michael Phelps. Après avoir remporté son 23e titre, l'Olympien le plus décoré de tous les temps a annoncé qu'il quittait définitivement la piscine. Voilà, je l'ai déjà dit, mais vous pouvez l'annoncer, c'est la toute dernière fois que vous me voyez concourir dans l'eau. L'éclair jamaïcain Usain Bolt prend aussi sa retraite après avoir décroché la médaille d'or du 100 mètres, du 200 mètres et du relais 4x100 mètres. Un triplé historique. Quant aux Brésiliens, c'est bien sûr avec le foot qu'ils deviennent les héros de ces Jeux en remportant la finale face aux Allemands. Mais les 28e JO de l'ère moderne resteront probablement aussi dans les mémoires comme une édition chaotique. Stade à moitié vide, problèmes de transport, sécurité aléatoire et quelques scandales. Le rapport mentionnant le supposé dopage d'athlètes russes puis l'interdiction de concourir pour 118 d'entre eux ont annoncé la couleur avant même le début des épreuves. Nous voulons écarter les tricheurs des Jeux Olympiques. Le message est clair, les tricheurs et les athlètes dopés ne doivent se sentir à l'abri nulle part. La seconde semaine des JO a été marquée par l'arrestation du chef des comités olympiques européens, Patrick Kiki, dans le cadre d'une enquête sur un réseau de revente illégale de tickets. Au même moment, l'attention des médias était aussi braquée sur des nageurs américains qui prétendaient avoir été agressés par de faux policiers. Ils avaient en fait vandalisé une station-service et s'étaient heurtés à un vigile à l'issue d'une nuit de fête. Malgré ces déconvenues, les organisateurs restent confiants quant à l'héritage des Jeux de Rio.
Je ne pense pas que l'histoire retienne beaucoup les problèmes qui ont lieu pendant les Jeux olympiques. Ce que l'histoire garde, c'est l'énorme contribution des athlètes. Le spectacle n'est pas fini à Rio. Les Jeux paralympiques doivent se dérouler du 7 au 18 septembre, si les organisateurs parviennent d'ici là à gérer les difficultés financières qui sont venues s'ajouter à la série d'obstacles de ce marathon brésilien. Et c'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres qui ont été développés ce soir. Au Gabon, la deuxième semaine de campagne avant la présidentielle du 27 août bat toujours son plein. Nos envoyés spéciaux sont revenus sur les derniers meetings de différents candidats. La destruction des mausolées maliens de Tombouctou, jugée à la Cour pénale internationale, fait notable ce lundi un prévenu a plaidé coupable devant le tribunal. Et enfin, le vice-président du Soudan du Sud en visite au Soudan, Taban Dengai, refuse l'envoi de nouveaux casques bleus dans son pays. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain soir pour votre prochain Vox News. En attendant, comme tous les jours, ne manquez pas après le journal notre page spéciale présidentielle au Gabon. Ce soir, Focus sera consacré à Guy Christian Mavioga, secrétaire général exécutif du Bloc démocratique chrétien, un parti issu de la majorité présidentielle. L'émission sera suivie d'un débat sur l'économie gabonaise. Bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine.